Bonjour. Donc, merci d'être venus aussi nombreux et merci à Vincent de m'avoir proposé de venir parler ici. C'est une rare occasion de rencontrer différents points de vue sur ce sujet. Donc, je vais faire un peu ici, à la demande de Vincent, puisque ma collègue Dominique va parler, elle, de la richesse moléculaire des comètes. Moi, je vais plutôt faire un peu l'avocat du diable. Je vais faire l'inverse de Camille Flammarion. C'est-à-dire que je vais dire au contraire toutes les conditions hostiles qu'on rencontre lors de la formation d'une étoile, de son cortège, de son disque protoplanétaire et des planètes, toutes les conditions hostiles qui existent à l'apparition de la vie. Et comment finalement il y a peut-être aussi beaucoup de chances qui est impliquée et qui dépendent énormément des variations de système à système. Donc, il y en a un qui ne devrait pas être là. Donc, je vous rappelle d'abord brièvement ce qu'on sait par l'observation des étapes de la formation des étoiles. En fait, grâce aux observations, on a réussi à distinguer plusieurs phases. Donc là, on arrive à observer les plus jeunes étoiles quand elles sont déjà âgées de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 ans, donc 10 000 à 100 000 ans. Donc c'est complètement sur l'image de gauche. Et vous voyez que dans ces premiers stades, la première chose qu'on voit, c'est un jet de matière que vous voyez en vert, très collimaté, un pinceau de matière qui est en fait très rapide, qui va à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Donc c'est un processus qu'on n'attendait pas du tout. On pensait que lors de la formation d'une étoile, la matière interstellaire s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravité pour former une étoile. On ne pensait pas qu'il y avait une partie de la matière qui repartait comme ça. Et en fait, toutes les jeunes étoiles qu'on connaît à ce jour, en tout cas, ont ce phénomène. Et vous voyez qu'on ne voit pas l'étoile elle-même, elle est cachée par une zone qui est tellement dense, tellement pleine de poussière, que le rayonnement n'arrive pas à passer à travers. On arrive seulement à sonder ces étoiles dans des longueurs d'onde très grandes, mais en fait, on voit juste une surface de poussière. L'étoile elle-même est complètement cachée au centre. Ensuite, petit à petit, ce cocon de poussière se dissipe. Enfin, il est en partie aggloméré dans l'étoile, en partie repoussé par les jets, et on finit par apercevoir l'étoile centrale. C'est ce qu'on appelle la phase Thétaurie, qui est entre 100 000 et plusieurs millions d'années. Et on voit qu'elle est entourée d'un disque, cette fois beaucoup plus fin. Donc l'image du milieu. Ici, c'est un objet observé par la tranche, donc on voit la lumière de l'étoile se réfléchit en fait sur la surface du disque. Le disque est évasé. Merci. J'appuie où là? Oui, voilà. Le disque est évasé, donc en fait, ça fait une image de bol de chaque côté. Et vous voyez que l'éjection de matière continue pendant toute cette phase. Donc on observe dans cette phase une étoile au centre. La matière de ce disque continue à accréter sur l'étoile et à tomber sur l'étoile. Un taux assez important, et de la matière repart. Ensuite, parmi ces étoiles de type Thétaurie, on en observe certaines qui ont un trou à l'intérieur du disque, ce qu'on appelle des disques de transition. Donc là, c'est un exemple observé avec des interféromètres. Donc on commence à identifier environ 20% de ces étoiles Thétaurie ont des trous à l'intérieur de leur disque, qu'on attribue a priori peut-être à la présence d'une planète, d'une grosse planète qui commencerait à balayer l'intérieur du disque. Et dans cet objet en particulier, il semble avoir identifié, alors c'est très discuté parce que ce sont des observations extrêmement difficiles, mais dans l'infrarouge, une petite structure, donc vous voyez c'est à l'intérieur de ce trou, peut-être une protoplanète en train d'orbiter autour de cette étoile qui aurait donc créé ce trou. Donc ce sont des objets, ça se passe entre quelques millions et 100 000 ans. Et ensuite, la dernière phase qu'on observe, ce sont les disques de débris. Donc, ce ne sont plus ces disques primordiaux ici, mais des disques de poussière qui sont créés par les collisions entre des planètes ou des gros objets, des gros planétésimaux, et qui sont extrêmement étendus, très diffus comme ceci, et qui montrent des structures. Ici, on voit qu'il y a des sortes de sillons un peu plus sombres, suggérant la présence de planètes. Donc celui-ci est un disque de débris assez jeune en fait, qui a seulement 10 millions d'années, mais on en voit jusque des étoiles de l'âge du Soleil. Donc ces trous internes actuellement, donc on les trouve dans 20% des étoiles.
Et ici, je montre ceux qu'on connaît actuellement. Et ici, la distribution de matière. Donc, c'est un graphe qui montre la densité surfacique de matière, c'est-à-dire par unité de surface, quelle est la masse en grammes. Et ici, les carrés gris, c'est ce qu'on pense être la distribution initiale dans notre système solaire, c'est-à-dire avant la formation des planètes. Si on prend la masse de toutes les planètes, qu'on la réétale de façon à peu près uniforme, on trouve une distribution de densité surfacique comme ceci. Et vous voyez que finalement, ça correspond à peu près à la fois à la taille des trous qu'on observe et à l'extrapolation de ce qui reste. C'est-à-dire si on prend l'anneau qui reste et qu'on extrapole vers l'intérieur, on trouve quelque chose de similaire. Donc ces objets pourraient être les précurseurs ou être des systèmes planétaires similaires aux nôtres qui sont en train de se former. Mais on ne les voit que dans 20% des étoiles. Est-ce que ça veut dire que les autres ne vont pas former de système planétaire? Est-ce que ça veut dire que les autres ne les ont pas encore formés? On ne sait pas. Une autre indication qu'on a de conditions, cette fois favorables plutôt à l'apparition des planètes, c'est que les grains dans les disques grossissent, sont beaucoup plus gros que dans le milieu interstellaire. Donc là, c'est juste une comparaison en fonction de l'âge des étoiles. Très vite, en fait, à partir de 100 000 ans, les propriétés des grains dans ces disques indiquent des tailles de grains qui sont beaucoup plus grosses que dans le milieu interstellaire. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc entre 0,1 et 10 cm. Et comment est-ce que ça évolue au cours du temps? Est-ce que toutes les étoiles naissent avec un disque autour d'elles? Il semblerait que oui, ou pas loin. Donc ça, c'est la fréquence des disques en fonction de l'âge des étoiles. Et vous voyez que dans les étoiles les plus jeunes, 80% au moins ont des disques. Et cette fraction diminue assez fortement au cours du temps. À peu près au bout de 10 millions d'années, on n'observe plus de signature de disques du tout. Donc les disques en transition sont à peu près ici, souvent, à ces âges-là. Donc, quelque chose fait que ces disques disparaissent, soit la formation des planètes, soit il y a un mécanisme qui les dissipe et qui les détruit. Donc moi, je vais vous parler beaucoup des mécanismes qui risquent au contraire de les détruire avant que les planètes se forment. Juste un petit mot pour parler du fait qu'on commence maintenant à essayer de voir l'effet de la masse de l'étoile aussi sur la durée de vie des disques. On s'est aperçu que la durée de vie était proportionnelle en gros à la masse de l'étoile centrale. Donc il y a plus de temps de survie autour des étoiles plus massives. On ne sait pas encore ce que ça peut vouloir dire sur l'habitabilité. Donc qu'est-ce qui peut se passer qui au contraire empêche la formation des planètes et également la survie des molécules prébiotiques? Il y a 5 facteurs en fait que j'ai identifiés, dont je vais vous parler tour à tour. La turbulence dans le disque, la troncature des disques par des effets de marée, l'irradiation des disques à la fois par l'étoile centrale et aussi une irradiation externe, l'impact des jets et vents stellaires que je vous ai montrés qui sont présents pendant toute la phase d'accrétion, et ensuite le phénomène de freinage magnétique dans le disque, qui est quelque chose d'assez nouveau, sur lequel je travaille, mais dont je parlerai juste à la fin. Donc la turbulence du disque, pourquoi on pense que ces disques sont turbulents? Parce que la friction entre atomes à l'intérieur du disque, le disque est en rotation keplérienne, c'est-à-dire que la vitesse de rotation n'est pas la même partout, il ne tourne pas comme un objet solide, ça crée de la friction, mais ça n'explique pas du tout les taux d'accrétion qu'on observe sur les étoiles jeunes. Pour ça, il faut vraiment invoquer un phénomène de dissipation beaucoup plus efficace, et on pense que c'est dû à une sorte de turbulence qui serait générée par une instabilité dans le disque, créée par la présence d'un petit champ magnétique qui interagit avec la rotation. Et cette idée semble confirmée, ou en tout cas bien appuyée, par le fait qu'on observe une décroissance du taux d'accrétion avec l'âge des étoiles, et qu'elle est bien reproduite. Vous voyez cette courbe ici, c'est ce qu'on prédit pour un modèle comme ça, turbulent, qui crée une sorte d'étalement du disque avec l'âge, donc qui devient de plus en plus étalé et de plus en plus fin, et le taux d'accrétion, du coup, décroît. Alors la turbulence, c'est un petit problème pour former évidemment finir d'agglomérer les poussières, puisque ça veut dire un brassage continu des poussières tant que le disque de gaz existe, sauf dans une petite zone où cette turbulence ne va pas être active parce que le disque n'est pas assez ionisé, donc du coup, même s'il y a du champ magnétique, la matière ne le sent pas. Mais les derniers travaux sur cette zone qu'on appelle la zone morte, qui est finalement notre meilleur endroit pour agglomérer la poussière et former des planètes, suggère que sa frontière pourrait osciller radialement avec le temps.
Ce qui fait que même si une zone est favorable à un moment donné, elle ne le sera peut-être plus à l'instant d'après. Et puis, il y a également des phénomènes éruptifs qui peuvent se passer dans les disques avec ce phénomène d'instabilité turbulente et un transport donc radial et vertical, un grand brassage. Donc, on ne sait pas encore très bien dans quelle partie du disque les conditions vont être les plus favorables pour que la poussière continue à s'agglomérer. Il y a aussi maintenant les phénomènes de troncature. Donc, il y a une première troncature qui a lieu tout près de l'étoile, qui est due à la magnétosphère stellaire. Donc ça tronque le disque à environ quelques rayons stellaires, ce qui correspond à environ une fraction d'unité astronomique dans les étoiles jeunes, ce qui veut dire qu'on ne pourra évidemment pas former de planète à l'intérieur de ce rayon. Cela dit, au cours du temps, quand l'étoile vieillit, ce rayon peut varier parce que le champ magnétique va devenir peut-être moins puissant. Donc on connaît encore très mal l'évolution de ce rayon dans le temps. Oups. Alors, il me manque une slide. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, on a un autre effet qui est la troncature par effet de marée. Alors, les effets de marée, imaginez que vous avez une étoile binaire. Donc, ici, c'est un exemple qui s'appelle Gégéto. Il y a deux étoiles ici que vous voyez un petit peu en rouge. L'orbite entre ces deux étoiles fait que ça empêche le disque de rester stable jusqu'à à peu près 3 fois la séparation entre les étoiles. Ça crée un trou dans le disque que vous voyez très bien ici. Donc toute cette zone est quasiment vide de poussière. En noir, il y a un petit peu d'émission de molécules chaudes. Et la poussière ici en bleu, vous voyez, tombe à travers une sorte de petit, ce qu'on appelle un streamer. Donc un streamer en français, je ne sais pas. Je ne sais pas comment trouver, une sorte de bras. Qui alimente en matière ces deux petites étoiles. Alors, on ne sait pas si elles ont réussi à... Enfin, on pense qu'elles ont réussi chacune à garder un petit disque autour, parce qu'en rouge, c'est de l'émission aussi dans le continu, donc, et en bleu aussi. Donc, on pense qu'il y a de la matière en orbite autour de chaque étoile, mais vous voyez que la taille de ces disques individuels va être considérablement tronquée par la binarité. Donc, ça veut dire qu'en fait... on va limiter le rayon externe du disque aussi par la binarité. Donc là, c'est un autre exemple de troncature qu'on a trouvé, non pas dans un système binaire classique, mais quand une étoile, RWOR A ici, quand une autre étoile passe à proximité, simplement dans les amas, vous voyez, les étoiles se forment souvent en groupe, et donc même au cours du temps, si on attend suffisamment longtemps, une autre étoile peut passer à côté, et ça va faire à nouveau un effet de marée qui va arracher tout ce qui dépasse au-delà de 1/3 de la séparation entre les deux étoiles. Donc dans ce système, vous voyez ici, c'est une carte du gaz, la molécule CO. Vous voyez ce grand bras ici. Ici, c'est le disque de chaque étoile. Et vous voyez ce grand bras de matière qui montre un mouvement, une vitesse qui montre que c'est en train d'être arraché. Donc le disque de RWOR va être tronqué en mesure à peu près 50 unités astronomiques. Ce qui est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on observe dans notre système solaire. En gros, on a l'impression que la ceinture de Kuiper, elle est tronquée à 50 unités astronomiques. Donc c'est un exemple de choses qui peut se passer. Donc maintenant, vous imaginez, si vous rapprochez les deux étoiles encore plus, vous allez tronquer le disque de plus en plus. Et ce qu'a observé le satellite Spitzer, en observant les disques de débris, donc au stade final, une fois que les planètes normalement se sont formées, ils ont trouvé qu'ils trouvaient des disques de débris quand les étoiles étaient suffisamment proches, donc vraiment très rapprochées, moins d'une unité astronomique. Donc là, elles sont tellement proches qu'effectivement, il peut rester un disque de taille, il peut rester un disque stable autour des deux étoiles. Ils trouvent aussi des disques de débris quand elles sont très séparées, parce que dans ce cas-là, évidemment, il y a la troncature à 50 unités astronomiques, mais il reste un disque aussi de taille raisonnable. Mais quand elles sont dans des séparations intermédiaires, il n'y a plus de disque de débris, parce qu'on est finalement juste dans la zone où il peut être ni autour d'une étoile, ni autour des deux. Alors le troisième facteur, c'est l'irradiation. Donc, en fait, ces étoiles jeunes, elles émettent énormément de photons très énergétiques. D'abord, le choc d'accrétion. Donc, vous voyez que la matière du disque, elle est soulevée par la magnétosphère, elle tombe sur l'étoile, ce qui produit un choc extrêmement brillant et qui émet beaucoup dans l'ultraviolet et des photons extrêmement énergétiques.
Donc ça fait déjà, on l'observe dans certaines molécules, on observe des signatures de ce phénomène, et ça va photodissocier beaucoup de molécules à la surface du disque. Donc ce n'est pas forcément facile de savoir qu'est-ce qui va subsister comme espèce moléculaire dans le disque, à proximité de l'étoile en tout cas. Heureusement, ça va décroître au cours du temps, puisque le taux d'accrétion diminue, la luminosité dans l'ultraviolet diminue aussi, donc à 100 000 ans, on pense que cet effet sera déjà nettement moins important. Mais dans les premières phases de formation des planètes gazeuses, par exemple, et même des comètes, c'est un facteur qui va être très important. Donc l'autre chose qui va jouer, c'est l'émission des rayons X. Ces étoiles jeunes, en fait, elles sont beaucoup plus actives magnétiquement que le Soleil, elles tournent plus vite que le Soleil, elles sont beaucoup plus convectives, donc il y a un grand brassage, elles ont un champ magnétique très intense. Et du coup, ici, je vous mets par exemple le flux des rayons X en fonction de l'âge dans les étoiles jeunes. Donc ici, on a 1 million d'années, 100 millions d'années, donc c'est la phase Thétaurie dont je vous ai parlé. Et vous voyez qu'ensuite, au cours de l'âge, évidemment, ça décroît, mais ça reste quand même très important. Ici, il y a des ordres de grandeur. Hein, on est un facteur 1000 au-dessus de ce qu'on a sur la séquence principale. Donc, on va avoir une irradiation très, très puissante. Et quel effet ça va avoir sur le disque? On a encore du mal à le modéliser précisément parce que les modèles sont extrêmement délicats à calculer. Hein, ça dépend de tas de processus physiques. Certains sont assez mal connus. L'effet de cette irradiation sur les glaces, sur les grains, comment le gaz réagit à ces processus, à cette irradiation, comment il se refroidit, comment les photons même se diffusent à l'intérieur du disque. Tout cela est extrêmement difficile à calculer. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a un effet très fort sur l'épaisseur du disque, en fait. Donc ça, en couleur, c'est la température. Et vous voyez que même à partir de 5 unités astronomiques, par exemple, le disque devient très épais parce qu'il est chauffé. Et en fait, si on commence à faire des calculs où on prend en compte cette épaisseur, on s'aperçoit que le disque commence à s'évaporer. Le gaz va quitter le disque. Donc la photoévaporation, plusieurs personnes travaillent sur le sujet, mais en gros, voilà, suivant les photons qui arrivent sur le disque, ça peut se passer entre 1 et 50 unités astronomiques. Et les calculs montrent que si, par exemple, on a un fort flux de rayons ionisants, ici, on peut évaporer tout le disque en 6 millions d'années. Et on a des signatures de photoévaporation dans plusieurs étoiles Thétaurie. Ce qui veut dire que finalement, quand on observe des molécules dans ces disques, on est peut-être en train de voir ce qui part et pas ce qui va rester. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, même si quand on observe les étoiles à ce stade très très jeune, finalement, qu'est-ce qui va rester à la fin? Et c'est vrai que l'observation des comètes là-dessus nous enseigne beaucoup parce que c'est ce qui est resté après cette phase. Mais certaines personnes disent que en même temps, le fait d'évaporer le gaz, ça pourrait aider aussi, d'une certaine façon, en favorisant l'instabilité gravitationnelle de la poussière qui reste dans le plan du disque. Donc, on perd d'un côté, mais on pourrait gagner de l'autre. Alors, cette photoévaporation, là, j'ai parlé pour l'instant d'irradiation par l'étoile, mais il y a aussi une irradiation externe qui peut jouer et qui peut être assez défavorisante dans certaines régions de formation d'étoiles. Par exemple, c'est une supernova proche, un reste de supernova. Ça induit de la formation d'étoiles, mais également ça apporte une énorme quantité de rayons X et de rayons cosmiques qui vont au contraire irradier et puis aussi détruire beaucoup les molécules. Et puis, si l'étoile s'est formée dans un amas où il y a des étoiles chaudes, ça apporte des rayons UV, mais alors de tous les côtés, au lieu que ça vienne uniquement de l'étoile, vous imaginez que le disque il va être irradié du dessus, ce qui est beaucoup plus efficace, et ça forme ce qu'on appelle des proplids, en anglais, protoplanetary disks. Ici, vous voyez le petit disque en vert. Il y a une étoile chaude qui est située très là-haut, c'est dans le trapèze d'Orion, et ce disque est en train d'être complètement photoévaporé, ça crée une sorte de bulle brillante qui est allongée dans ce sens-là, parce qu'il y a le jet, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a le jet de l'étoile qui est en train d'allonger la bulle. Ici, c'est un autre exemple.
Et là, à nouveau, le disque entier peut complètement s'évaporer en quelques millions d'années. Donc, même si les disques sont assez fréquents autour des étoiles, si jamais il y a une étoile massive à proximité, ça va être... Alors bon, à nouveau, il y a aussi un petit facteur de compensation qui est que les étoiles OB vont apporter aussi beaucoup d'éléments lourds dans leur vent dans ces environnements. Donc, par contre, ça peut aider à la formation de grains et l'enrichissement en éléments. Bon, je vais passer au dernier point, qui est les jets et vents stellaires. Donc, ils ont en fait un effet qui n'est pas encore bien compris non plus, parce qu'on commence tout juste à pouvoir l'étudier. Donc, il y a, par exemple, au niveau de l'irradiation, ça a à la fois un effet protecteur, dans le sens où le vent qui vient de l'étoile va finalement absorber une partie de son rayonnement UV et X et protéger le disque, mais le jet lui-même, on s'est aperçu tout récemment que le jet lui-même pouvait émettre des rayons X. Donc dans des jets taux, par exemple, une étoile Tethori, avec un jet très brillant, ça c'est une image du satellite Chandra. Ici, vous voyez l'étoile et le jet rayonne en rayons X. Donc il va pouvoir irradier le disque par-dessus, ce qui est encore plus efficace que de l'irradier par l'étoile. Et il émet aussi beaucoup d'ultraviolet parce qu'il y a des chocs très, très forts dans le jet. Donc le bilan net de ces deux effets n'est pas encore bien connu, parce que c'est un sujet qui est tout nouveau, sur lequel on est en train de travailler. Un autre effet du vent ou du jet, ça va être de choquer contre le disque et éventuellement d'éroder mécaniquement la surface du disque. Donc vous imaginez ici, s'il y a, en plus du jet, on pense qu'il y a peut-être une composante beaucoup moins collimatée, mais assez rapide, qui aurait l'effet un peu de peler la surface du disque et du coup d'en évacuer une partie comme ça sur les côtés. Donc il y a eu des calculs qui ont été faits, mais finalement on se rend compte que c'est négligeable par rapport à la photoévaporation dont je vous ai parlé, sauf dans une région plutôt externe finalement. Donc de ce côté-là, ça n'a pas l'air d'être un facteur trop important. Autre chose à prendre en compte, c'est à nouveau que ces chocs vont avoir une chimie très particulière. En fait, ils vont éroder, ils vont pouvoir évaporer un peu tous les manteaux de glace et les composés organiques qui sont déposés sur les grains vont être relâchés par le choc. Et finalement, une grande partie des molécules donc, qui ont été discutées dans l'édition précédente de ces colloques, de ces molécules complexes qu'on voit dans les protoétoiles, pourraient provenir non pas du disque, mais de ces zones de choc. Ici, on a un exemple qui a été observé à haute résolution du méthanol, avec une protoétoile ici. Vous voyez que l'émission du méthanol, finalement, ne vient pas du tout de la protoétoile, ça vient de deux zones de choc. Il y a un G qui est ici, ça vient des zones de choc dans le G. Et dernier point, le freinage magnétique. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. On se demande d'où viennent les jets, en fait. Et on a des indications que peut-être ces jets proviennent non pas de l'étoile, mais plutôt du disque, justement protoplanétaire. En tout cas, de ces parties internes entre la troncature à 0,1 AU et quelques unités astronomiques. Les indications pour ça, c'est qu'on observe des molécules dans certains de ces jets. Donc ici, par exemple, la molécule H2. On observe que le jet lui-même semble déplété en fer par un facteur 10 ou 100. Et ça, on l'expliquerait par le fait qu'il y a des poussières dans le jet, donc le fer serait prisonnier des grains de poussière, ce qui veut dire que ça ne peut pas provenir de l'étoile, parce que l'étoile, a priori, si ça viendrait, les poussières sont déjà détruites. Et dans certains jets, on observe des signatures de rotation aussi du jet, qui à nouveau peuvent s'expliquer s'il provient du disque. Donc si c'était le cas, le problème c'est que ça exerce un tel freinage magnétique sur le disque, ce genre de jet, que ça diminuerait la densité surfacique du disque par un facteur 100 par rapport au modèle de disque turbulent dont je vous ai parlé au début. Donc ça serait effectivement un problème ensuite pour former des planètes. Voilà, donc en conclusion, 80% des étoiles jeunes naissent entourées de disques qui sont de masse similaire à la nébuleuse protosolaire, mais on rencontre plusieurs agents hostiles dans les premières 100 millions d'années, 10 millions d'années. 5 effets, et peut-être les plus importants,
à prendre en compte sont les effets de marée, puisque beaucoup d'étoiles, comme vous le savez, naissent binaires ou dans des amas. Donc les rencontres entre étoiles et ces effets de troncature vont être importants. L'irradiation qui va avoir tendance à photoévaporer le disque, en tout cas sa partie gazeuse. L'impact des jets évents stellaires qui va en tout cas pouvoir modifier l'irradiation de ces disques et le freinage magnétique par certains jets, en tout cas dans certains objets. Voilà. Merci.